Je m'appelle Padre del Val, et voici la réalité du Mexique. Il existe des endroits dans notre pays où le temps ne passe pas, où la terre a plus de pouvoir que la loi, où le sang n'est pas un lien d'amour, mais une condamnation. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un cartel, ni d'un politicien corrompu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ranch à Morelos, un morceau de terre fertile, arrosé du secret le plus sombre, un héritage pourri qui n'était transmis qu'aux enfants du péché, à ceux nés entre frères. Si vous pensez que le silence des victimes doit être brisé, si vous pensez que ces histoires doivent être racontées pour ne plus jamais se reproduire, abonnez-vous. Car l'oubli est complice de l'atrocité. Tout a commencé avec un dossier, un parmi tant d'autres. Recouvert de poussière dans un classeur à Cuernavaca. K34B. Malnutrition infantile en zone rurale. Une formalité, une signature. Une visite de routine. Pour Carmen Mendoza, une assistante sociale de 24 ans, c'était juste un jour comme les autres. Son premier emploi après l'université. Elle croyait encore au système. Elle pensait encore pouvoir changer le monde avec un stylo et un formulaire. La ferme s'appelait la Arboleda Escondida, la forêt cachée. Le nom semblait poétique. La réalité était tout autre. Le chemin pour y arriver était une route cahoteuse. Il serpentait entre des collines muettes, sous un soleil impitoyable. Il n'y avait pas de réseau mobile. Il n'y avait pas d'autres maisons. Seul le bourdonnement des insectes et le silence. Un silence pesant, anormal. Carmen ressentit un pincement au ventre. Ce n'était pas de la peur. C'était un avertissement. La voiture du gouvernement était secouée à chaque pierre. La climatisation parvenait à peine à rafraîchir l'air dense qui entrait par les fentes. Au bout du chemin, un vieux portail en bois, sans cadenas, juste un verrou. Comme s'il n'attendait moins personne. Ou comme s'il savait que personne n'oserait entrer sans permission. Carmen descendit de la voiture. La chaleur la frappa comme un mur. L'odeur était celle de la terre humide et de quelque chose d'autre. Quelque chose de sucré, désagréable. Elle poussa le portail, il grinça comme une complainte. À l'intérieur, la ferme semblait figée au XIXe siècle. Une grande maison principale en adobe, décolorée par le soleil, un puits en pierre, des enclos vides, et des gens qui apparurent de nulle part. Ils sortirent peu de l'ombre de la maison, de derrière les arbres. Ils se déplaçaient en silence. Leur regard n'était pas hostile. Ils étaient vides. Une femme âgée, le visage sillonné de rides comme une carte ancienne, s'approcha. Elle marchait droite, avec une autorité qui n'avait pas besoin de voix. « Que cherchez-vous, mademoiselle ?» demanda-t-elle. Sa voix était rauque, sèche comme la terre sous ses pieds. Carmen déglutit, le goût métallique de ses propres nerfs. « Je suis Carmen Mendoza, du DIF. Je viens pour un rapport sur les enfants. » La vieille femme ne cligna pas des yeux. Ses yeux noirs, deux puits sans fond, la scrutèrent de haut en bas. « Les enfants vont bien, » dit-elle. Ce n'était pas une réponse, c'était un verdict, un point final. Malgré tout, mon protocole m'oblige à les voir. « À leur parler ?» insista Carmen, s'accrochant au manuel qu'elle avait mémorisé. La vieille femme la regarda longuement. Le silence s'éternisa. Il devint palpable. On pouvait sentir le poids de tous les mots non dits, de tous les secrets gardés dans cet endroit. Puis, la femme fit un signe de tête. « Entrez. » Carmen sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur étouffante. Chaque pas vers la grande maison
lui donnait l'impression de s'enfoncer dans une toile d'araignée. La porte d'entrée était ouverte. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Ça sentait l'humidité, le bois froid et cette même odeur sucrée qu'à l'extérieur. Plus forte ici. Pénétrante. Au centre d'une grande pièce, assis sur le sol en terre battue, il y avait des enfants. Peut-être 6 ou septembre, d'âges différents. Tous avec les mêmes cheveux raides et noirs, les mêmes grands yeux sombres et la même immobilité. Ils ne jouaient pas, ils ne parlaient pas. Ils fixaient simplement un point sur le mur. Ils étaient maigres. Trop maigres. Leurs joues étaient creusées. Leurs bras ressemblaient à des branches sèches. Le rapport était exact. Il s'agissait bien de malnutrition. Mais il y avait autre chose. Une profonde tristesse, presque ancestrale, dans leur regard. Carmen s'agenouilla. Elle essaya de sourire. « Bonjour, comment vous appelez-vous » Aucun ne répondit. Seul le plus petit leva les yeux. Il la regarda droit dans les yeux. Il n'y avait aucune curiosité dans son regard. Seulement de la résignation. Comme s'il savait qu'elle ne changerait rien. Qu'elle n'était qu'une visiteuse de plus dans leur monde de silence. Carmen tendit la main. L'enfant recula, un mouvement presque imperceptible, mais empreint d'une peur qui ne correspondait pas à son âge. La vieille femme observait depuis le seuil. Son ombre se projetait longue et effilée sur le sol. « Ils ne parlent pas beaucoup, » dit-elle. « Ils sont de la terre. » Silencieux. Carmen se leva. Son cœur battait fort. Elle sentait la sueur froide dans sa nuque. « Je dois leur faire passer un examen médical. Et je dois parler aux parents. » La vieille femme eut un rire sec. Un son qui n'avait rien de joyeux. « Ici, nous sommes tous une famille. » Elle n'en dit pas plus. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, laissant Carmen seule avec les enfants silencieux et l'écho de cette phrase. « Ici, nous sommes tous une famille. » Une phrase qui devrait être réconfortante. Mais dans cette ferme, dans cette pénombre, elle sonnait comme une menace. Carmen sortit son carnet. Ses mains tremblaient légèrement. Elle nota la date, l'heure, l'état des enfants. Mais comment décrire l'âme brisée d'un enfant sur un formulaire? Quelle case cocher pour l'horreur qui se cache à la vue de tous? Elle regarda à nouveau les enfants. Et alors, elle le remarqua. Quelque chose qu'elle avait négligé. Une similitude troublante dans leurs traits. Au-delà de la ressemblance familiale, ils avaient les mêmes yeux, la même forme de mâchoire, le même tombé des paupières. Ils ne ressemblaient pas à des frères et sœurs. Ils ressemblaient à des répliques, des échos d'un même visage. Une pensée terrible, illogique, lui traversa l'esprit. Elle la rejeta instantanément. C'était impossible. C'était de la folie. Mais l'idée resta là, flottant dans l'air dense et doux de la grande maison, comme une spore, attendant le moment de germer. Carmen passe 2 heures au ranch. 2 heures de réponses évasives, de silence qui criait. Les parents, ou ceux qui prétendaient de l'être, étaient un homme et une femme d'une 40aine d'années. Frères et sœurs. Ils le disaient sans honte. Nous sommes les seuls qui restons de notre génération. Ils vivaient dans la grande maison avec la vieille femme, leur mère. Et les enfants des deux. Carmen eut un haut le cœur. Le manuel du DIF ne comportait pas de chapitre sur ce sujet. « Êtes-vous en couple » osa-t-elle demander, d'une voix à peine audible. L'homme, au regard terne et aux mains calleuses, la regarda sans comprendre. « Nous sommes frères » répéta-t-il. « Et eux, ce sont nos enfants, nos héritiers. » « Héritiers de quoi » demanda Carmen,
L'homme sourit pour la première fois. Un sourire vide. De la terre. La terre ne reste que dans le sang pur. Sang pur. La phrase résonna dans la tête de Carmen. Elle sentit le froid des murs en adobe dans son dos. L'odeur sucrée devint insupportable. Elle comprit que ce n'était pas la pourriture des fruits. C'était l'odeur de la génétique en décomposition, de la vie elle-même, coincée dans un cercle vicieux. Lorsqu'elle quitta la ferme, le soleil commençait à se coucher. Le ciel se teintait d'orange et de violet. Une beauté brutale qui contrastait avec la laideur dont elle venait d'être témoin. Elle rentra en ville, les fenêtres ouvertes. Elle essayait de laisser le vent emporter l'odeur de cette maison, l'odeur de ce secret. Mais l'odeur était déjà en elle, dans sa mémoire, dans sa conscience. En arrivant dans son petit appartement, elle n'alluma pas la lumière. Elle s'assit dans l'obscurité. Le tremblement de ses mains était revenu. Ce n'était pas un cas de malnutrition. C'était un monstre aux racines profondes. Un monstre qui se nourrissait de l'innocence. Et qui vivait protégé par le silence et la tradition. Carmen savait qu'elle devait faire quelque chose. Mais elle ne savait pas par où commencer. Le système pour lequel elle travaillait était conçu pour des problèmes simples. Pour des parents qui oubliaient un vaccin. Pour des familles qui avaient besoin d'une aide alimentaire. Ils n'étaient pas préparés à cela. Personne n'était préparé à cela. Elle se leva et alla à la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir. La jeune idéaliste qui était entrée dans cette ferme n'était plus là. À sa place, il y avait une femme, avec l'horreur reflétée dans les yeux. Elle a ouvert le robinet d'eau froide et s'est mouillé le visage. Encore et encore, essayant de laver non pas la saleté, mais la vérité. Mais la vérité était comme de l'huile. Elle refusait de se mélanger à l'oubli. Elle flottait à la surface de son esprit. Impossible à ignorer. Le lendemain matin, Carmen arriva au bureau avant tout le monde. Le soleil pointait à peine à travers les fenêtres. La ville dormait encore. Mais elle n'avait pas fermé l'œil. Elle avait passé toute la nuit à rédiger son rapport. Chaque mot pesait une tonne. Chaque phrase était un coup sur le clavier. Indice d'une relation incestueuse continue. Enfant présentant un retard de développement grave et une malnutrition chronique. Isolement géographique et social extrême. Croyances familiales anormales sur l'hérédité et la pureté du sang. Elle imprima le document. Les feuilles étaient chaudes au toucher. Comme si elles contenaient la fièvre de cette ferme. Elle attendit l'arrivée de son supérieur, Ricardo. Un homme d'une 50aine d'années, sur le point de prendre sa retraite. Un homme qui avait déjà tout vu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Lorsque Ricardo arriva, son café dans une main et le journal dans l'autre, Carmen l'intercepta. « Ricardo, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Il la regarda par-dessus ses lunettes. Il vit son visage pâle, ses cernes. Il soupira. « Entrez dans mon bureau, Mendoza. » Carmen entra. Le bureau de Ricardo était un sanctuaire de la bureaucratie. Des piles de dossiers, des photos de ses enfants à l'université, un calendrier avec un chaton, un monde ordonné, prévisible. Carmen posa le rapport sur son bureau. « C'est à propos de l'affaire 34B, le ranch à Morelos. » Ricardo prit le rapport sans grand intérêt. Il but une gorgée de café. Il commença à lire. Au début, son expression était ennuyée, puis légèrement agacée. À la moitié de la première page, il posa sa tasse de café. Ses yeux se déplaçaient plus rapidement sur les lignes. Son front se plissa. Lorsqu'il eut terminé la dernière page, il resta silencieux. Il regardait le papier, mais son regard était perdu. Il ne dit rien pendant une minute entière.
Carmen pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Chaque seconde était une éternité. Finalement, Ricardo leva les yeux. Son visage avait perdu toute couleur. « Mendoza, êtes-vous sûr de cela ?»« Tout à fait, » répondit Carmen. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, elle était très nerveuse. Ricardo se frotta le visage avec les mains, le geste d'un homme accablé. « C'est trop gros pour nous, Carmen. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sentant une boule de glace se former dans son estomac. « Je veux dire que ce n'est pas de la malnutrition, c'est un crime. Plusieurs crimes. Et cela ne relève pas de notre compétence. C'est l'affaire du ministère public. » Ricardo se leva et se dirigea vers un classeur. Il en sortit un formulaire bleu. Le formulaire de renvoi interinstitutionnel. Le début de la fin pour beaucoup de bonnes intentions. « Remplis ça, » lui dit-il en lui tendant le papier. « Décrivez les faits de manière concise, sans opinion, seulement les faits. Nous l'enverrons au ministère public et ils s'en occuperont. » Ils s'en occuperont ? Quand ? Comment ? Insista Carmen. Ses enfants sont en danger. En ce moment même. Ricardo la regarda avec un mélange de tristesse et de lassitude. Le regard d'un homme qui avait perdu la foi depuis longtemps. « Carmen, tu es nouvelle dans ce domaine. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Nous signalons, ils enquêtent. Il y a une procédure. » Une procédure. Ce mot lui semblait obscène à ce moment-là. L'horreur ne comprenait pas les procédures. La faim n'attendait pas un cachet officiel. Carmen prit le formulaire bleu. Il était froid, inerte, le symbole d'un système qui n'était pas conçu pour sauver des gens, mais pour faire passer des papiers d'un bureau à l'autre. Elle sortit du bureau de Ricardo. Le brouhaha du bureau commençait à remplir l'espace. Les téléphones sonnaient. Des rires résonnaient près de la machine à café. La normalité. Une normalité qui semblait grotesque à Carmen. Elle s'assit dans son box. Elle regarda le formulaire bleu et elle sentit la première fissure dans son idéalisme. La première fois que la réalité lui montrait les dents. Le système n'était pas un sauveur. C'était un labyrinthe. Et au centre de ce labyrinthe, les enfants du ranch, la Arboleda Escondida, continuaient d'attendre, en silence. L'encre du stylo glissait sur le formulaire bleu. Chaque lettre était une trahison, un résumé stérile de l'horreur. Carmen écrivait, et à chaque mot, elle sentait qu'elle s'éloignait des enfants et se rapprochait de la machine. La machine bureaucratique qui broie tout, qui transforme les cris en dossiers et les larmes en numéros de page. Mineur en situation de risque. Une phrase soignée, professionnelle, un mensonge. Ils n'étaient pas en danger. Ils étaient en enfer. Et elle remplissait les papiers pour enregistrer son adresse. Elle termina. Elle signa. Elle eut l'impression de signer une capitulation. Elle remit le formulaire à Ricardo. Il acquiesça. Il le plaça dans un bac de sortie. « Bien joué, Mendoza. Passons à la suite. J'ai ici un cas d'absentéisme scolaire dans le quartier de Progresso. Passons à la suite. » Comme si de rien n'était. Comme si le ranch n'était qu'un mauvais café le matin. Carmen ne bougea pas. « Et c'est tout ? C'est tout ?» demanda-t-elle. Ricardo la regarda, cette fois avec impatience. Le procureur nous informera lorsqu'il ouvrira le dossier d'enquête. Cela peut prendre des semaines. Ou des mois. C'est comme ça. Des semaines. Des mois. Le temps de la bureaucratie. Un temps que les enfants du ranch n'avaient pas. Carmen sortit du bureau. La climatisation du couloir lui sembla glaciale. Ou peut-être était-ce le froid qui naissait en elle. Le froid de l'impuissance. Elle s'assit dans son box.
Elle regarda le téléphone. Elle pouvait attendre. Elle pouvait être une bonne employée. Elle pouvait faire confiance au système. Mais l'image des enfants silencieux l'en empêchait. Leurs yeux vides l'accusaient. Elle prit son sac et quitta le bâtiment. Elle ne demanda pas la permission. Elle ne dit à personne où elle allait. Pour la première fois, elle allait enfreindre les règles. Parce que les règles étaient conçues pour protéger le système, pas les personnes. Le siège du ministère public était un bâtiment gris, imposant et anonyme. Un lieu où la justice était administrée avec la même passion que la comptabilité. Carmen attendit 1 heure dans une salle avec des chaises en plastique orange. L'air sentait le nettoyant bon marché et le désespoir. Finalement, une voix monotone l'appela. Carmen Mendoza. Elle fut reçue par un homme vêtu d'un costume mal coupé et d'une cravate mal nouée. Il se présenta comme maître Juarez. Il ne la regarda pas dans les yeux. Son attention était partagée entre elle et l'écran de son ordinateur. Carmen lui expliqua la situation, avec urgence, la voix chargée de l'atrocité dont elle avait été témoin. Elle parla de l'inceste, de la malnutrition, des enfants qui ressemblaient à des fantômes. Maître Juarez tapait sur son clavier pendant qu'elle parlait. Clic, 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 le seul son qui semblait l'intéresser. Lorsque Carmen eut terminé, le silence s'empara du petit bureau. Juarez ne dit rien. Il regardait simplement son écran. Le curseur clignotait. « Alors ?» demanda Carmen, incapable de supporter plus longtemps cette indifférence. Juarez soupira. Un long soupir fatigué. « Écoutez, mademoiselle Mendoza, le rapport du DIF ne nous est pas encore parvenu officiellement. Sans ce document, il n'y a rien à faire. Mais je vous raconte ce que j'ai vu. Je suis assistante sociale, je suis témoin. Vous êtes employée dans un autre service, corrigea-t-il sans la moindre émotion. Nous avons besoin de la voix officielle, du formulaire adéquat, du cachet correspondant. Il désigna une pile de dossiers sur son bureau. Tout cela est urgent, mademoiselle. Ils ont tous une histoire terrible. Nous devons suivre un ordre. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Mais les enfants, murmura Carmen. S'il y a un crime flagrant, envoyez une patrouille. Mais pour ouvrir une enquête sur ce que vous dites, qui est essentiellement le mode de vie d'une famille, nous avons besoin de preuves irréfutables. Des photos, des enregistrements, des témoignages sous serment. Avez-vous quelque chose de tout cela ? Carmen secoua la tête. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des dires, conclut-il. Lorsque le rapport du DIF arrivera, il sera évalué et un enquêteur sera désigné. Revenez dans quelques semaines. Il mit fin à la conversation. Il retourna à son écran. Clic, clic, clic. Carmen resta debout un moment. Elle sentit le sol froid sous ses pieds. La lumière fluorescente du plafond bourdonnait. Un son qui s'insinuait dans sa tête et la transperçait. Elle eut envie de crier. Elle eut envie de renverser le bureau. Elle eut envie de secouer cet homme jusqu'à ce que l'humanité revienne dans ses yeux. Mais elle ne fit rien. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Chaque pas était lourd, comme si elle marchait sous l'eau. Dehors, la lumière du soleil l'aveugla. Le bruit de la ville la frappa. Mais elle ne ressentait que le silence glacial de ce bureau. Le silence du système. Le silence qui permet aux monstres de prospérer. Elle ne retourna pas au bureau. Elle conduisit sans but dans la ville. La rage initiale fit place à une froide détermination. Si le système ne faisait rien, elle le ferait. Elle s'arrêta dans un cybercafé,
Elle ouvrit la carte de Morelos. Elle chercha le ranch, la Arboleda Escondida. Puis, elle chercha le village le plus proche. San Miguel de las Rocas. À 10 kilomètres du ranch. Un point sur la carte. Une possibilité. Quelqu'un dans ce village devait savoir quelque chose. L'histoire ne naît pas de rien. Les atrocités prennent racine, et les racines s'étendent. San Miguel de las Rocas était un village qui vivait de ses souvenirs. Des maisons aux couleurs délavées, une place avec une fontaine asséchée. Des personnes âgées assises sur des bancs, regardant passer un temps qui ne leur appartenait plus. Carmen gara la voiture près de l'église, et elle se mit à marcher, à poser des questions. Les premières réponses furent des murs de silence, des regards qui se détournaient. Nous ne sommes pas d'ici. Nous ne savons rien de ce ranch. Mieux vaut ne pas vous en mêler, mademoiselle. La peur était un épais brouillard qui recouvrait tout. Une peur ancienne, héréditaire, comme la terre du ranch. Elle entra dans le seul magasin du village. Elle acheta une bouteille d'eau. La femme qui tenait le magasin, une dame aux mains rugueuses et au regard triste, lui fit payer en silence. Carmen décida de tenter une dernière fois. « Je cherche des informations sur la famille de la ferme, la Arboleda Escondida. Les Velasco. » La femme se figea. Sa main, qui allait prendre l'argent, s'arrêta en l'air. Elle regarda des deux côtés de la rue. Elle se pencha sur le comptoir. « Personne ne parle d'eux, » murmura-t-elle. « Ils portent malheur. J'ai besoin de savoir. Des enfants sont en danger. » Le mot « enfant » sembla briser quelque chose en la femme. Une fissure dans le mur de peur. « Allez chez le vieux notaire, » dit-elle à voix basse. « Celui qui se trouve au bout de la rue. Demandez Don Mateo. » C'était le notaire. Il connaissait le grand-père. Celui qui a tout commencé. La femme se redressa. Elle prit l'argent et ne la regarda plus. La conversation était terminée. L'ancienne étude notariale était une maison sur le point de s'effondrer. L'enseigne en bois était rongée par les vers. « Étude notariale numéro 3. » Carmen frappa à la porte. Un vieil homme aux yeux larmoyants et à la peau presque transparente lui ouvrit. C'était Don Mateo. Il l'invite à entrer dans une pièce remplie de livres et de papiers jaunis. L'air sentait la poussière et le temps encapsulé. Carmen s'assit et elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Don Mateo l'écouta sans l'interrompre. Il acquiesçait de temps en temps, comme si l'histoire que Carmen racontait faisait écho à quelque chose qu'il savait déjà. Quand elle eut terminé, le vieil homme se leva. Il se dirigea vers une étagère métallique. Il fouilla parmi des liasses attachées avec de la ficelle. Il en sortit un épais dossier en carton. Il souffla la poussière et le posa sur la table. « Le testament de Don Eliseo Velasco, » dit-il. « L'origine de la malédiction. » Il ouvrit le dossier. Les pages étaient fragiles. L'écriture, élégante et alambiquée. « Je l'ai transcrit quand j'étais jeune, » dit Don Mateo. « Mon premier travail. Je me souviens encore du frisson que j'ai ressenti en écrivant ces mots. » Il désigna un paragraphe d'un doigt tremblant. « La terre est une. Indivisible, comme notre sang. Elle ne sera ni partagée ni vendue. Elle sera transmise dans son intégralité à un seul héritier à chaque génération. » Il fit une pause. Jusque-là, tout est normal. Un vieil homme accroché à son patrimoine. Il tourna la page. Mais ensuite, vient ceci. Son doigt se posa sur une autre ligne. Et pour que le sang ne s'affaiblisse pas avec des étrangers, l'héritier devra être issu de la même lignée. Un Velasco né de 2 Velasco. Seul le sang pur est digne de cette terre pure.
Carmen sentit un vide dans sa poitrine. Les paroles de l'homme du ranch. La terre ne reste qu'au sang pur. Ce n'était pas une folie de sa part. C'était une loi familiale écrite à l'encre et au poison. La première génération ne l'a pas entièrement respectée, poursuivit Don Matteo. Ils se sont mariés entre cousins germains. L'Église l'a permis. Le village a murmuré, mais l'a accepté. Mais la génération suivante, il n'y avait plus de cousins. Le silence du vieil homme était plus éloquent que n'importe quel mot. Les enfants de ce mariage, un frère et une sœur, murmura Carmen. Ils se sont enfermés dans le ranch, confirma Don Matteo. Ils se sont isolés du monde. Et ils ont respecté le testament, à la lettre. Ils ont eu leur premier enfant. Le village était horrifié. Le curé est allé leur parler. Ils l'ont chassé à coups de fusil. Personne ne les a plus dérangés. Les autorités n'ont-elles rien fait? Don Matteo eut un rire amer. Mademoiselle. À cette époque, ce qui se passait derrière la barrière d'un ranch relevait de la loi du propriétaire. Le pouvoir des chefs. Le gouvernement préférait fermer les yeux. C'était plus facile. Le système n'a pas échoué hier. Il échouait depuis des décennies, des générations entières. Son échec était le fondement même de cette atrocité. Mais il y a autre chose, dit Don Matteo en baissant la voix. Quelque chose qui ne figure pas dans le testament. Le testament parle de l'héritier, de l'élu, du pur. Mais il ne dit pas quoi faire des autres. Les autres? Demanda Carmen. Les enfants qui naissent? Non, mal, dit le vieil homme, et le mot mal sonna terriblement sur ses lèvres. Ceux qui naissent avec la marque visible du péché, avec un défaut, avec une maladie. Que leur arrive-t-il, Don Matteo? Le vieil homme ferma les yeux. La douleur sur son visage était celle de tout un peuple qui savait et se taisait. On dit qu'il y a un endroit dans le ranch, derrière la grande maison. On l'appelle le Jardin des Innocents. Là, la terre réclame ce qui ne lui sert pas. Là, on les rend à la terre. Carmen se leva brusquement. La chaise tomba par terre dans un bruit sourd. Le sang se retira de ses pieds. La pièce se mit à tourner. Elle dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. L'odeur du vieux papier se mêla à un goût de bile dans sa bouche. Ce n'était pas un jardin, c'était un cimetière clandestin pour bébés. Cette révélation fut un coup physique, un coup de poing dans l'estomac qui lui coupa le souffle. Elle regarda Don Matteo. Le vieil homme avait les larmes aux yeux. Des larmes anciennes, sèches. Tout le monde le sait dans le village, dit-il. Personne ne fait rien. C'est une peur qui se transmet, comme votre maudite terre. Carmen quitta le notaire sans dire au revoir. Elle marcha à l'aveuglette vers sa voiture. Le soleil de l'après-midi lui brûlait la peau. Mais elle ressentait un froid polaire, le froid des tombes sans nom. Elle s'assit au volant et vomit. Elle vomit son impuissance. Elle vomit la peur du village. Elle vomit l'indifférence de maître Juarez. Quand il ne lui resta plus rien à vomir, elle s'essuya la bouche avec le dos de la main. Sa main tremblait de manière incontrôlable. Mais son regard était dur, fixe. Il n'y avait plus de colère, ni de peur. Seulement une certitude glaciale. Elle devait retourner au ranch. Elle devait trouver ce jardin. Elle avait besoin de la preuve que le système exigeait d'elle, même s'il devait déterrer l'enfer de ses propres mains. La nuit tomba sur Morelos. Une obscurité épaisse, sans étoiles. Comme si le ciel savait ce qui allait se passer et s'était couvert d'un manteau de deuil. Carmen ne retourna pas en ville.
Elle attendit dans sa voiture, garée sur un chemin de terre, à 1 kilomètre du ranch. Le moteur éteint, les phares éteints, seul le bruit de sa propre respiration. Et les battements de son cœur, un tambour de guerre au milieu du silence. Elle avait acheté une pelle dans une quincaillerie au bord de la route, une lampe de poche, des gants, des outils pour profaner un secret. Elle n'avait pas de plan, seulement un objectif. L'idée était complètement folle. Une assistante sociale, seule, au milieu de nulle part, sur le point d'entrer sans autorisation dans un endroit où la vie valait moins que la terre. C'était du suicide. Mais l'image des enfants silencieux était plus forte que l'instinct de conservation. La voix de Don Matteo, parlant du jardin des innocents, était un écho qui étouffait la peur. Elle attendit jusqu'à 1 heure du matin, l'heure des fantômes, l'heure où le monde des vivants et celui des morts sont les plus proches. Elle sortit de la voiture. La nuit était froide. L'air était chargé d'humidité. Elle enfila ses gants. Elle prit la pelle et la lampe de poche. Et elle se mit à marcher. L'obscurité l'enveloppa. Chaque craquement d'une branche sous ses pieds résonnait comme un coup de feu. Chaque ululement d'un hibou était un avertissement. Son corps était tendu. Un ressort sur le point de se rompre. Elle sentait la sueur froide couler dans son dos. L'adrénaline était un feu liquide dans ses veines. Elle arriva à la porte en bois. Elle était fermée par le même simple verrou. Une invitation et une barrière à la fois. Il la poussa doucement. Le grincement fut assourdissant dans le silence de la nuit. Il resta immobile, à l'écoute. Rien. Seulement le vent qui soufflait dans les arbres. Il entra et s'avança dans la gueule du loup. La grande maison était une silhouette sombre contre un ciel encore plus sombre. Une seule lumière clignotait à l'une des fenêtres. Une lampe à huile ou une bougie. Carmen contourna la maison, restant dans l'ombre. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Chaque ombre lui semblait être un homme qui surveillait. Chaque rafale de vent, une voix. Derrière la grande maison, le terrain s'ouvrait. Don Matteo avait dit « Hawkins derrière », là où poussent les arbres les plus vieux. Elle aperçut un bosquet, un groupe d'amas centenaires. Leurs branches s'entremêlaient comme des doigts arthritiques, créant une coupole d'obscurité presque impénétrable. Elle se dirigea vers cet endroit. L'odeur sucrée était plus intense dans cette zone. Elle se mêlait à l'arôme de la terre humide. C'était l'odeur de la décomposition, l'odeur de la mort nourrissant la vie. Il entre dans l'ombre des arbres. L'air y était plus frais, le silence plus profond. Il alluma sa lampe torche. Le faisceau de lumière transperça l'obscurité. Il dansait sur le sol. Le sol était recouvert de feuilles mortes. Mais il n'était pas plat. Il était couvert de petites ondulations, de petits monticules, trop petits pour être des tombes d'adultes, trop réguliers pour être des formations naturelles. Carmen sentit ses jambes fléchir. Elle s'agenouilla. Le froid de la terre s'infiltra à travers son pantalon. Elle écarta les feuilles de l'un des monticules. La terre en dessous était plus meuble, plus sombre. Il n'y avait pas de croix. Il n'y avait pas de pierre tombale. Juste une pierre lisse et plate, comme celle que l'on trouve au fond d'une rivière, une marque anonyme. Elle éteignit la lampe torche et resta dans l'obscurité. Le son de sa propre respiration était saccadé. Elle inspira l'air fétide et pleura, en silence. Des larmes chaudes coulèrent sur son visage froid. Elle pleura pour les bébés sans nom, pour les vies qui étaient une erreur de calcul génétique, pour les innocents sacrifiés sur l'autel d'une tradition démente. Il pleura jusqu'à ce que son âme soit desséchée. Puis, il s'essuya le visage. Il ralluma la lampe torche. Il prit la peau.
et il commença à creuser. La pelle s'enfonçait facilement dans la terre meuble. Chaque coup de pelle était une profanation et un acte de justice. Le travail était épuisant. La peur et l'effort physique l'épuisaient. Ses bras lui brûlaient. Son dos lui faisait mal. Mais elle continuait à creuser. Poussée par une rage froide, à environ 40 centimètres de profondeur, la pelle heurta quelque chose. Ce n'était pas un rocher. Le bruit était sourd, organique. Carmen s'arrêta. Son cœur s'arrêta de battre pendant une seconde. Elle s'agenouilla, et avec ses mains gantées, elle commença à retirer la terre. D'abord, elle sentit un tissu, rugueux, un morceau de toile de jute, et en dessous, quelque chose de petit, de fragile. Elle sortit la lampe de sa bouche et dirigea le faisceau lumineux. C'étaient des os, minuscules, blanches, un squelette de la taille d'une poupée, un petit crâne, fragile comme une coquille d'œuf, des côtes fines comme des aiguilles. Carmen laissa échapper un gémissement étouffé. Elle recula en tombant sur les fesses. La pelle lui échappa des mains. L'horreur était absolue, totale. Ce n'était pas un soupçon, ce n'était pas une rumeur. C'était une vérité déterrée, une vérité faite de calcium et de poussière. Elle regarda le petit squelette. Et puis, elle vit autre chose. Le crâne. Il avait une forme étrange, allongé à l'arrière. Les orbites étaient trop grandes. C'étaient les marques de l'inceste, l'héritage visible du péché. Cet enfant n'avait pas seulement été assassiné. Il avait été jugé et condamné par sa propre biologie. Soudain, un bruit. Le craquement d'une branche derrière elle. Carmen se figea. Elle éteignit la lampe torche. Elle resta immobile dans l'obscurité, son souffle coincé dans sa gorge. Elle entendit des pas, lents, lourds. Quelqu'un approchait. La lumière d'une lampe à huile filtrait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes, terrifiantes. Carmen se glissa derrière le tronc d'un amaté. Elle osait à peine respirer. La silhouette s'arrêta à quelques mètres d'elle. C'était l'homme du ranch, le frère, le père. Il tenait la lampe à huile dans une main et une machette dans l'autre. La lumière orange illuminait son visage. Son expression était indéchiffrable. Ni en colère, ni surpris, juste, vide. Il regarda le trou que Carmen avait creusé. Il regarda les petits os exposés. Puis, lentement, il tourna la tête et regarda directement vers l'arbre où elle se cachait. Il ne la voyait pas. Il ne pouvait pas la voir. Mais il la sentait, comme un animal qui sent la présence d'un prédateur. « Je sais qu'elle est là », dit-il. Sa voix était plate, monotone, le son de la folie tranquille. « La terre me l'a dit. » Carmen sentit le monde s'effondrer. La terreur était un nœud de glace dans son ventre. Elle était piégée. L'homme leva sa machette. La lame brillait à la lumière de la lampe. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il. « Cette terre n'est pas pour les étrangers. Cette terre garde nos secrets. Et elle avale les curieux. » Il fit un pas vers l'arbre, puis un autre. Carmen ferma les yeux. Elle attendit le coup. La fin. Mais au lieu du bruit de l'acier, elle entendit un cri. Un cri aigu, féminin. « Lâche-la !» Carmen ouvrit les yeux. La sœur, la mère. Elle se tenait à l'entrée du bosquet. Sa chemise de nuit blanche flottait dans le vent. Elle ressemblait à un fantôme. « Ce n'est pas sa faute !» cria la femme. Pour la première fois, sa voix était pleine d'émotion, d'angoisse. L'homme s'arrêta. Il regarda sa sœur. « Gojo, elle nous a tous trahis, Elena. Elle a profané un lieu sacré. »« Ce n'est pas sacré !» cria Elena. « C'est une tombe.
La tombe de mes enfants. Le mot « mes enfants » résonna dans la nuit. Un acte de possession. Un acte de rébellion. Ce sont les enfants de la terre, répliqua l'homme avec une conviction démente. La terre donne. Et la terre reprend. Non, c'est toi qui les as enlevés, sanglota Helena. C'est toi qui les as jugés. C'est toi qui as décidé lesquels n'étaient pas dignes. L'homme ne répondit pas. Il regardait seulement sa sœur. Une conversation de décennies de folie et de douleur se déroulait dans ce regard. « Va-t'en !» cria Helena à Carmen, sans la regarder. « Va-t'en d'ici et ne reviens pas !» Carmen n'hésita pas une seconde. Elle se leva et courut. Elle courut comme jamais auparavant dans sa vie. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sauta par-dessus la barrière et continua à courir sur le chemin de terre. Le bruit de la dispute derrière elle s'estompa peu à peu. Il fut remplacé par le bruit de ses propres halètements. Elle arriva à la voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à mettre la clé dans le contact. Elle démarra et accéléra. Elle roula à toute vitesse dans l'obscurité. Les phares de la voiture fendirent la nuit comme des couteaux. Dans le rétroviseur, elle ne voyait rien, seulement l'obscurité totale. Mais elle sentait leur regard dans sa nuque, le regard vide de l'homme et le regard désespéré de la femme. Elle arriva à Cuernavaca à l'aube. Elle ne rentra pas chez elle. Elle se rendit directement au bureau du ministère public. Ses vêtements étaient sales et couverts de terre. Elle avait des égratignures sur les bras et le visage. Ses cheveux étaient emmêlés de feuilles et de brindilles. Elle avait l'air d'une folle. Et elle se sentait comme telle. Elle entra dans le bâtiment gris. La même réceptionniste que la fois précédente la regarda avec mépris. « Je dois voir Maître Juarez. C'est urgent. »« Vous devez attendre votre tour, » dit la femme sans lever les yeux. Carmen n'attendit pas. Elle passa en courant devant le bureau et se dirigea vers celui de Juarez. Elle ouvrit la porte sans frapper. Juarez était assis à son bureau, avec son café et son journal. Comme si le temps n'avait pas passé. Il leva les yeux, agacé. « Mademoiselle Mendoza, que croyez-vous » Il se tut en la voyant, en voyant son état, en sentant la terre et la peur qui émanaient d'elle. Carmen s'appuya sur son bureau pour ne pas tomber. « Il y a un cimetière, » dit-elle, à bout de souffle. « Dans le ranch. Un cimetière de bébés. Ils les tuent quand ils naissent avec des malformations. Je l'ai vu. J'en ai déterré un. » Juarez la regardait. Son expression était un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Vous... quoi ?» balbutia-t-il. « Faites quelque chose. »« Oh !» cria Carmen, et sa voix se brisa en sanglots. « Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose. » Maître Juarez se leva. Pour la première fois, il la regarda comme si elle était une personne, comme si sa douleur était réelle. Il sortit de derrière son bureau. Il la prit doucement par le bras. « Venez, asseyez-vous. Calmez-vous. » Il la conduisit vers une chaise. Il appela quelqu'un au téléphone. « Apportez un verre d'eau et appelez le commandant de la police judiciaire, tout de suite. » Carmen s'assit. Elle tremblait toujours. Mais pour la première fois, elle ressentit une petite lueur d'espoir. Peut-être que le système allait enfin se réveiller. Ou peut-être que le cauchemar prenait simplement une autre forme. L'eau dans le verre en plastique tremblait. Elle reflétait la lumière fluorescente du bureau en vagues nerveuses, à l'image de l'état d'esprit de Carmen. Le commandant de la police judiciaire, un homme robuste nommé Sandoval, l'écoutait, les bras croisés. Son visage était un masque de professionnalisme, impénétrable.
Carmen répéta l'histoire, la visite, le testament, le jardin, les eaux. Chaque mot lui laissait un goût de cendre dans la bouche. Quand elle eut terminé, le silence dans le petit bureau de Juarez était absolu. Sandoval regarda Juarez. Juarez regarda Sandoval. Un échange de regards qui excluait Carmen. Le langage secret de la bureaucratie. Violation de domicile, dit finalement Sandoval. Profanation d'une tombe, même clandestine. Altération d'une scène de crime. Il ne s'adressait pas à Carmen. Il énumérait des délits. Ces délits. Techniquement, elle a commis plusieurs infractions, maître, poursuivit Sandoval. Toute preuve qu'elle a obtenue est irrecevable dans un procès. La glace revint dans l'estomac de Carmen, plus froide que jamais. « Vous plaisantez » murmura-t-elle. « Nous parlons de mes crimes, alors que des enfants sont assassinés ?» Mademoiselle Mendoza, nous ne plaisantons pas, dit Juarez d'un ton paternaliste qui lui retourna l'estomac. Nous essayons de faire les choses correctement, dans les règles. Si nous allons dans ce ranch et que nous ne trouvons rien, le problème sera pour nous. Et pour vous. Mais si nous trouvons quelque chose, a ajouté Sandoval, et que la défense argue que tout a commencé par une preuve obtenue illégalement, l'affaire tombe à l'eau. Les responsables sont libérés. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à se protéger. Ces règles étaient plus importantes que les résultats. Alors, que comptez-vous faire ? Demanda Carmen, la voix tremblante de rage. Nous allons faire une visite de reconnaissance, répondit Sandoval. Sans mandat de perquisition. Nous irons parler à la famille. Nous visiterons les lieux. Si nous remarquons quelque chose de suspect, nous demanderons alors un mandat au juge. Une visite ? Vous allez les prévenir que vous allez chercher les tombes de leurs enfants ? C'est la procédure, mademoiselle, dit Juarez dans un soupir. La procédure. Le mot magique qui justifiait l'inaction. Qui transformait l'urgence en formalité. Carmen se leva. La chaise racle le sol. Pendant que vous suivez votre procédure, ils effacent les preuves. Vous ne comprenez pas ? La femme, Elena, elle m'a aidé. Elle est en danger. Tous les enfants sont en danger. Sandoval la regarda fixement. Vous avez déjà fait votre part, mademoiselle. Maintenant, laissez-nous faire la nôtre. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Nous nous en occupons. Nous nous en occupons. La phrase la plus vide de sens du vocabulaire bureaucratique. Ils la congédièrent en lui tapotant le dos, avec de vagues promesses. Carmen sortit du bâtiment gris et marcha sous le soleil matinal. Elle se sentait sale, usée, comme si on lui avait volé son horreur pour en faire un dossier de plus. Le numéro de dossier 34B bis. La suite. Elle ne rentra pas chez elle. Elle savait qu'elle ne pourrait pas se reposer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance. Elle est retournée à son bureau au DIF. La normalité des lieux était surréaliste. Ses collègues la regardaient avec curiosité. Ses vêtements sales, son visage décomposé. Ricardo, son supérieur, l'a appelé dans son bureau. « Où diable êtes-vous passé, Mendoza ?» Le procureur a appelé. Ils disent-moi que tu t'es présenté là-bas en faisant un scandale. Son ton n'était pas inquiet. C'était un ton réprobateur. Je suis allé au ranch, dit Carmen. Hier soir. Elle lui raconta ce qu'elle avait trouvé. L'expression de Ricardo passa de l'agacement à la panique. Tu es folle, s'exclama-t-il en baissant la voix. Tu sais dans quel pétrin tu nous as mis ? Tu as enfreint la chaîne hiérarchique. Tu as agi sans autorisation. C'est une grave violation du protocole. Protocole ? Encore ce mot.
La Bible des lâches. J'ai sauvé des vies, Ricardo. Ou du moins, j'ai essayé. Tu as mis en danger l'institution, répliqua-t-il. Notre crédibilité. Et si c'était un mensonge? Si tu avais tout inventé? Nous passerions pour des incompétents. La priorité n'était pas les enfants. C'était l'image de l'institution. La réputation. Ce que les gens diraient. Carmen le regarda. Et pour la première fois, elle ne vit pas un patron. Elle vit un petit homme. Terrifié, un simple rouage dans la machine. « Je rentre chez moi », dit-elle. « J'ai besoin d'une douche. »« Tu ferais bien, » dit Ricardo. « Et ne lève plus le petit doigt. Ne passe plus aucun coup de fil. Ne parle à personne. Compris ? Cette affaire est désormais entre les mains des gens qui savent. » Carmen acquiesça et mentit. La police se rendit au ranch le soir même. 2 voitures de patrouille, 6 agents. Ils arrivèrent sans sirène, comme des visiteurs discrets. Carmen le sut parce que l'une de ses rares amies au parquet le lui apprit par SMS. Ils sont en route. Sandoval est en tête. Carmen attendit. Chaque minute était une torture. Elle imaginait la scène. Les agents parlant à l'homme, à la machette. Elena, terrifiée, niant tout par peur. Les enfants, silencieux, regardant la scène avec leurs yeux vides. Elle imaginait Sandoval marchant dans le jardin, voyant la terre remuer là où elle avait creusé. Et ne faisant rien. « C'est de la terre labourée ?» dirait le frère. Et Sandoval ferait demi-tour et écrirait dans son rapport. Rien à signaler. 2 heures passèrent. 3. Le téléphone de Carmen sonna. C'était son ami du ministère public. « Que s'est-il passé ?» demanda Carmen, le cœur serré. « Rien, » répondit son ami. Le mot tomba comme une pierre. « Comment ça, rien ? Ils sont partis. » Ils ont parlé à la famille. Les Velasco ont tout nié. Ils ont dit que tu étais folle, une fanatique religieuse qui les harcèle. Le frère, ce Pedro, s'est montré très coopératif. Il leur a montré toute la ferme. Le jardin ? demanda Carmen. Il y eut un silence. Sandoval dit qu'il n'y a pas de jardin. Juste un potager avec des courges derrière la maison. Et oui, il y avait un morceau de terre retourné. Pedro leur a dit qu'il préparait le terrain pour semer du maïs. Carmen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et les enfants ? Ils les ont vus. Le médecin légiste qui les accompagnait les a examinés rapidement. Il a dit que oui, ils étaient maigres, mais que c'était courant dans la région. Rien qui justifie une action en justice immédiate. Et Elena ? La femme ? Elle n'a pas dit un mot. Elle regardait juste le sol. Son frère a parlé pour elle. Il a dit qu'elle était nerveuse à cause de la visite. Des mensonges. Tout n'était qu'un mensonge parfaitement construit. Et le système l'avait gobé tout entier. « Je suis désolé, Carmen, » dit son ami. Sandoval a clos le rapport. Pas d'éléments pour poursuivre. Affaire classée. Classée. L'horreur classifiée et oubliée. Carmen raccrocha le téléphone. Elle resta là à regarder le mur de son appartement. Elle avait été vaincue. Le système avec sa passivité. La famille avec sa ruse. La peur avec son pouvoir paralysant. Elle avait échoué. Les enfants étaient toujours là. Elena était toujours prisonnière. Et les bébés sans nom étaient toujours sous les hamacs. Ou ce qu'il en restait. Car à ce moment-là, Pedro Velasco était sûrement en train d'effacer jusqu'à la dernière trace, de disperser les eaux, de labourer la terre, de planter des courges sur la mémoire de ses propres enfants. Le désespoir était total. Une vague noire qui la noyait. Elle se recroquevilla sur le canapé.
Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle envisagea d'abandonner, de laisser tomber, de sauver son travail, de sauver sa santé mentale, d'oublier, comme tous les autres. 3 jours passèrent, 3 jours de silence absolu. Personne ne l'appela, personne ne la chercha. Au bureau, on la traitait avec une froideur glaciale. Comme une paria. C'était la folle, celle qui avait causé des problèmes, celle qui avait inventé une histoire d'horreur. Le dossier 34B avait disparu des registres, comme s'il n'avait jamais existé. Carmen commença à douter d'elle-même. Et si elle avait tout imaginé? Et si le stress, la fatigue l'avaient fait halluciner? Et si les os provenaient d'un animal? Et si les paroles de Don Matteo n'étaient que le délire d'un vieillard? Le doute était un poison lent, plus efficace que n'importe quelle menace. Le système ne l'avait pas seulement ignorée, il la rendait folle. Il transformait sa vérité en fantaisie. Le soir du 3e jour, quelqu'un frappa à sa porte. Carmen sursauta. Elle n'attendait personne. Elle regarda par le judas. Elle ne reconnut pas la silhouette dans le couloir sombre. C'était une femme, couverte d'un châle. Elle hésita à ouvrir, mais quelque chose dans la posture de la femme, une urgence silencieuse. Elle ouvrit la porte, laissant la chaîne en place. « Oui ?» La femme leva les yeux. C'était Elena, la sœur, la mère. Son visage était gonflé. Elle avait un bleu foncé sur la joue. Ses yeux étaient remplis d'une terreur et d'une détermination que Carmen n'avait jamais vues auparavant. « Aidez-moi » murmura Elena. Sa voix n'était qu'un fil. Il est devenu fou. Depuis que les policiers sont venus. Il dit que nous avons apporté le malheur, que la terre est en colère. Elle fit une pause, déglutissant. Hier soir, il a emmené la petite fille, la plus petite, Sofia. Il a dit qu'il fallait faire une offrande, pour apaiser la terre. Carmen sentit son sang se glacer dans ses veines. Où l'a-t-il emmené? Demanda-t-elle, tandis que ses mains luttaient pour retirer la chaîne de la porte. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Dans le jardin, sanglota-t-elle. Il a dit qu'elle n'était plus digne, que ses yeux avaient trop vu. Il va la tuer. Elle n'avait pas le temps de réfléchir, ni d'appeler la police qui ne la croirait pas, ni de contacter un système qui lui avait tourné le dos. Ce n'était plus une affaire. C'était une course contre la mort. Où est-il maintenant? Nana, demanda Carmen en ouvrant complètement la porte et en laissant entrer Elena. Il est parti au village. Acheter de l'eau-de-vie, répondit Elena en tremblant. Il boit toujours avant. Pour se donner du courage. Pour tuer sa propre fille. La phrase non dite flottait dans l'air de la petite pièce. Carmen prit son téléphone. Ses mains bougeaient à une vitesse qu'elle ne se connaissait pas. Elle n'appela pas Sandoval. Elle n'appela pas Juarez. Elle chercha le numéro d'une seule personne. La journaliste spécialisée dans les faits divers d'un journal local. Une femme cynique et dure qu'elle avait rencontrée lors d'un séminaire. Une femme qui vivait pour les exclusivités, qui aimait l'odeur du sang et le ruban jaune. Une femme qui ne croyait pas aux procédures, seulement à l'histoire. « Anna, je suis Carmen Mendoza, celle du DIF. J'ai une histoire qui te fera gagner un prix national, mais tu dois te dépêcher. Et tu dois apporter une caméra. » Le trajet de retour au ranch fut un cauchemar à grande vitesse. Carmen conduisait. Elena était à ses côtés, recroquevillée dans un silence terrifié. Derrière, dans une autre voiture, suivait Anna, la journaliste, et son photographe. Carmen leur avait tout expliqué en 3 minutes au téléphone. Assez pour que l'instinct prédateur d'Anna se réveille. Si c'est vrai,
Je te serai très reconnaissante, assistante sociale, avait-elle dit. Si c'est un mensonge, je ferai en sorte que tu ne retravailles plus jamais dans cet état. Un pari. Quitte ou double. Ils arrivèrent sur le chemin qui menait au ranch. Les phares des voitures éteints, ils avancèrent dans l'obscurité. « Où est la petite ?» murmura Carmen. « Il l'a enfermée. »« Dans la remise, » répondit Elena. « Près du puits. » Le plan était simple et insensé. Elena entrerait dans la maison et s'assurerait que Pedro n'était pas revenu. Carmen irait chercher la petite fille. Anna et son photographe se cacheraient et ils attendraient que le monstre apparaisse. Pour capturer la vérité en haute définition, sans rapport, sans cachet, juste la dure réalité. Carmen courut vers la remise. La porte était fermée par un cadenas rouillé. Elle regarda autour d'elle. Elle vit une grosse pierre. Elle la souleva et frappa le cadenas encore et encore. Le métal contre le métal résonnait dans la nuit. Un son désespéré. Le cadenas céda. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, dans un coin, se trouvait la petite Sofia. Elle avait environ 5 ans. Elle était recroquevillée sur le sol en terre battue. Ses grands yeux sombres étaient grands ouverts. Ils reflétaient une terreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Elle ne pleurait pas. Dans cette ferme, les enfants apprenaient à ne pas pleurer. Carmen s'agenouilla. « Sofia, je m'appelle Carmen. Je viens t'aider. » La petite fille ne bougea pas. Elle était paralysée par la peur. Carmen la prit dans ses bras. Elle était légère comme un oiseau, peau et os. Elle sortit de la pièce, et c'est alors qu'elle l'entendit. Le bruit d'un moteur. Pedro était de retour. Les phares d'un vieux pick-up illuminèrent la cour. Carmen se figea. Elle était à découvert, avec la petite fille dans les bras. Elle n'avait nulle part où courir. Pedro descendit du pick-up. Il vit Carmen. Il vit la petite fille. Et son visage se transforma. Le masque de vide tomba. Et en dessous, il n'y avait qu'une rage animale. Il poussa un rugissement et courut vers elle. Il tenait une bouteille d'eau-de-vie dans une main, et dans l'autre, la machette, la même machette. Carmen recula, serrant Sofia contre sa poitrine. La petite fille cacha son visage dans son épaule. Pedro n'était qu'à quelques mètres. L'odeur d'alcool et de rage lui parvenait. « Traîtresse !» cria-t-il. « Tu me l'as volée. C'est le tribut. La terre la réclame. » Il leva la machette. La lune se reflétait sur la lame. Carmen ferma les yeux. Et à cet instant, le monde explosa en une série de flashs. Clic, 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 clic. Le bruit de l'appareil photo du photographe. Pedro s'arrêta, désorienté, aveuglé par les flashs. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il. Anna, la journaliste, sortit de l'ombre. Le téléphone à la main, elle enregistrait une vidéo. « Souris, monstre !» dit-elle d'un ton glacial. « Tu es en direct pour tout le Mexique. » Le lendemain matin, l'histoire était partout. En première page des journaux, dans les journaux télévisés du matin, sur les réseaux sociaux. Les photos étaient brutales. Pedro avec sa machette brandie, Carmen protégeant la petite fille, le visage de l'horreur. Ce n'était maintenant plus des rumeurs. Ce n'était plus la parole d'une folle. C'était une preuve irréfutable. Le système, honteux, humilié publiquement, devait agir. Et cette fois, il a agi avec une rapidité sans précédent. Des dizaines de patrouilles ont envahi la ferme, des experts, des anthropologues légistes. Maître Juarez et le commandant Sandoval étaient là. Leurs visages étaient sombres. Ils donnaient des ordres. Ils essayaient de donner l'impression qu'ils avaient toujours eu le contrôle. Ils ont trouvé le jardin. Et ce n'était pas un potager de courges.
Ils ont déterré les corps. Pas un seul. 12 petits squelettes. Certains enveloppés dans de la toile de jute. D'autres simplement jetés à terre. 12 vies effacées. L'histoire du ranch, la Arboleda Escondida, est devenue le scandale national de l'année. Pedro Velasco a été arrêté. Il n'a jamais avoué. Il a continué à parler de la terre, du sang, de l'héritage. Il a été déclaré mentalement incapable et enfermé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Elena et les autres enfants ont été placés sous la protection du DIF. Ils ont été emmenés dans un refuge en ville, loin de la terre qui les avait empoisonnés. L'affaire a été classée. La justice, ou quelque chose qui y ressemblait, avait prévalu. Carmen Mendoza est devenue une héroïne anonyme. Le journal d'Anna a mentionné une assistante sociale courageuse. Mais personne dans son bureau ne l'a félicitée. Au contraire. Une semaine plus tard, elle a été convoquée dans le bureau de Ricardo. Sur le bureau, il y avait une lettre. En raison des violations répétées du protocole et de la couverture médiatique négative dont vous avez fait l'objet dans cette institution, a lu Ricardo sans la regarder dans les yeux. Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat. Elle était licenciée. Le système l'avait utilisée pour redorer son image. Puis, il s'était débarrassé d'elle, parce qu'elle avait démontré que le système était défaillant. Et le système ne pardonne pas à ceux qui exposent ses failles. Carmen ne discuta pas. Elle prit la lettre. Et elle quitta le bureau la tête haute. Elle avait perdu son emploi. Mais elle avait sauvé Sofia, et elle avait donné un nom aux 12 innocents. Parfois, faire ce qui est juste a un prix, et elle était prête à le payer. Quelques mois plus tard, Carmen rendit visite à Elena et aux enfants au refuge. Ils suivaient un programme spécial, des thérapeutes, des médecins, des enseignants. Elena avait toujours le regard triste, mais il n'y avait plus de terreur dans ses yeux. Elle avait commencé à travailler dans la cuisine du refuge. Pour la première fois, les enfants apprenaient à être des enfants, à jouer, à rire. Sofia courut vers Carmen et la serra dans ses bras. Une petite étreinte, mais pleine de force. « Bonjour », dit-elle. Ce furent les premiers mots que Carmen l'entendit prononcer. Et dans ce simple mot, il y avait toute la victoire. Toute la justification. L'horreur du ranch, la Arboleda Escondida, ne sera jamais oubliée. Elle est devenue un cas d'étude, un avertissement. La terre a été expropriée par le gouvernement. La grande maison a été démolie. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un champ vide. Mais parfois, la nuit, les habitants de San Miguel de las Rocas disent qu'on peut entendre le vent, et que le vent ressemble aux pleurs d'enfants. Des pleurs qui ont finalement été entendus. Je suis Padre del Valle, et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Mexico.